Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se consacre à peu près 1 heure et demie, donc jusqu'à midi. On va vous présenter. Alors, quand je dis on, c'est-à-dire que je serai accompagné, épaulé par Laurent Fréchet, qui est président des restaurateurs au GNI, François Gauthier, qui est président des hôteliers, ainsi que Philippe Etourneau, qui est coprésident de la commission emploi-formation du GNI. Et Catherine Debruyne, qui est la directrice du département social, ainsi que Émilie Bonneau, qui est la directrice du service juridique, et Rachel Bouvard, en charge des personnes en situation de handicap, qui est donc directrice aussi. Voilà. Donc, on va vous présenter le protocole sanitaire. Je sais que la majorité d'entre vous, vous en avez déjà pris connaissance et vous l'appliquez. Plusieurs questions nous sont remontées. On va essayer d'y répondre aujourd'hui dans la mesure du possible, parce que je ne vous cache pas qu'il reste encore quelques ambiguïtés à ce jour, mais on va essayer d'être au plus clair possible dans toute la présentation. Alors. Donc, le protocole sanitaire est un protocole qui a été élaboré pour la branche HCR, donc il s'applique à l'ensemble des établissements rattachés à cette branche, donc à la convention collective HCR. L'objectif de ce protocole, c'est un protocole qui nous a permis, je ne vous cache pas, la réouverture de nos établissements le 2 juin dernier. Pourquoi ça nous a permis cette réouverture? Les protocoles sont imposés par l'État. Chaque branche doit rédiger un protocole pour permettre la réouverture de ces établissements. Donc, la rédaction de ce protocole nous a permis la réouverture de nos établissements pour la partie restauration à partir du 2 juin. Le protocole est accompagné de fiches métiers. Alors, je sais que c'est des questions qui nous ont été posées à plusieurs reprises. Toutes les fiches métiers ne sont pas encore publiées sur le site du ministère du Travail, mais on vous a quand même transmis les contenus qui ne devraient pas logiquement évoluer. Pour la partie protocole, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs engagements, plusieurs parties. Il y a une partie pour la direction, une partie communication, information auprès des salariés. Et après, on va revenir sur toute la partie distanciation qui est quand même l'élément le plus important dans ce protocole. Donc, sur la partie direction, management, ce qui est très important aujourd'hui, c'est l'information que vous devez avoir auprès de votre personnel. Il faut impérativement rappeler à l'ensemble de votre personnel toutes les consignes qui sont intégrées dans ce protocole ainsi que dans les fiches métiers. Rappeler toutes les consignes de gestes barrières, ça, c'est les éléments les plus importants à prendre en compte. Il faut aussi remettre à jour le document unique que vous avez. On vous a déjà envoyé des liens pour ceux qui n'avaient pas encore mis en place cet outil la semaine dernière, et sachant que sur la présentation, vous verrez à la fin de ce slide plusieurs liens qui vous renvoient, par exemple là pour le document unique, sur un outil que l'on a mis en ligne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour tous ceux qui ont des représentants du personnel ou CSE, il faut les informer de toutes les mesures que vous allez mettre en place. Chaque entreprise a aussi l'obligation de nommer un référent. Un référent, ça peut être l'employeur, ça peut être un salarié. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir une personne qui soit en charge de tout le protocole que vous allez mettre, de toutes les consignes sanitaires que vous allez mettre en place au sein de votre établissement. Ça, c'est ce qui est très important. Faire des points quotidiens avec l'ensemble de vos équipes avant les débuts de service pour prendre en compte les différentes problématiques qu'ils ont pu rencontrer la veille, répondre à l'ensemble des questions qui peuvent être posées. Questions que vous nous avez posées, je sais qu'il y a une question qui est assez récurrente, c'est celle des clients qui aujourd'hui, la problématique que vous pouvez rencontrer, c'est que les clients, certains ne souhaitent pas porter le masque. C'est une situation qui est délicate, on en est conscient. L'objectif, c'est de toujours leur rappeler les consignes. Il faut aussi rappeler aux clients que quand ils rentrent dans l'établissement, il y a aussi une affiche qui rappelle que le port du masque est obligatoire pour tout mouvement dans l'établissement. Même s'ils doivent aller aux toilettes, ils doivent porter le masque. Voilà, c'est toujours ce rappel des consignes qui doit être fait systématiquement. Je sais que dans la réalité, ça peut être des fois très délicat. Après, on n'a pas forcément les solutions. On va pas non plus. L'objectif pour vous n'est pas non plus à chaque fois d'appeler la police parce que les clients ne portent pas le masque. Vraiment faire de la pédagogie
en espérant que tout se passe bien. Au niveau des équipes, comme je vous disais, l'objectif, c'est de les informer sur les consignes sanitaires. Informer, former, ça c'est à vous de voir comment vous voulez procéder. Quand on dit former, la formation, c'est quelque chose qui peut être fait en interne par vous-même ou après, vous pouvez sous-traiter cette partie-là auprès d'un organisme de formation. Une fois de plus, là, on vous a mis sur le slide l'ensemble des contacts d'organismes de formation pour ceux qui souhaitent sous-traiter cet aspect-là. Mais il faut impérativement que l'ensemble de vos salariés soient informés sur les consignes sanitaires. Également, on vous a mis dans ce slide toutes les affiches que vous pouvez imprimer et afficher dans votre établissement. Je crois qu'il y a un problème de visibilité. Alors, par rapport à la présentation, parce qu'apparemment, tout le monde, on ne voit pas le slide en entier, l'ensemble de la présentation sera envoyé à tous les participants. Et si vous avez des questions auxquelles on ne pourra pas répondre forcément aujourd'hui, parce qu'il risque d'en avoir beaucoup, n'hésitez pas à me renvoyer un mail, j'y répondrai par la suite. Concernant le protocole sanitaire, sur toutes les règles de distanciation au sein des équipes, les équipes hôtelières portent toutes un masque approprié. C'est une obligation pour l'ensemble des équipes. Les clients, par contre, eux, n'ont pas cette obligation. Après, c'est à vous de voir si vous souhaitez l'imposer ou pas. Pour la partie restauration, tout ce qui est personnel de salle, port du masque obligatoire. Ça, c'est systématique. L'ensemble du personnel doit le porter. Et pour le personnel de cuisine, c'est la même chose. Et pour le personnel de cuisine, ils doivent aussi porter une charlotte ou un filet. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Par rapport à, une fois de plus, c'est pareil au niveau des équipes. Pour répondre à la question sur masque et visière, c'est le masque qui est obligatoire. La visière n'est pas une protection. Une visière sans masque, ça ne sert strictement à rien. Donc, privilégiez le port du masque. Après, je sais que avec les températures qu'on a vécues ces derniers jours, le port du masque, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais dans le protocole, ce qui a été validé, qui est publié et ce qui est imposé par rapport à notre secteur, c'est bien l'obligation du port du masque pour tout le monde. Pour tout ce qui est les règles d'hygiène, on ne changera pas le guide des bonnes pratiques qui est déjà appliqué dans vos établissements. On ne va pas revenir dessus et on ne va certainement pas l'alourdir. Ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau des règles d'hygiène, c'est augmenter le nombre, la fréquentation de nettoyage. Nettoyage qui doit être fait avec les produits que vous aviez l'habitude d'utiliser. Ce n'est pas la peine d'utiliser des produits spécifiques Covid comme on peut vous solliciter, je pense, par différents fournisseurs. L'objectif, c'est de nettoyer plus souvent, avant, après le service, systématiquement, que l'ensemble de votre personnel se nettoie les mains fréquemment. Donc, souvent, on met un timing. Je ne suis pas d'accord, moi, sur cette approche-là. J'ai envie de dire, même vous, au niveau du conseil de vos équipes, on ne doit pas se laver les mains toutes les 30 minutes ou après le service. Non, il faut se laver les mains fréquemment, tout le temps. Ça, c'est vraiment le principe. Pareil pour l'aération. Si possible, aérer vos établissements le plus possible. L'utilisation de ventilateurs comme de brumisateurs est formellement interdit pour l'instant. La clim, par contre, ça ne pose pas de problème pour son utilisation. Concernant tout ce qui va être les flux entrants, sortants, il faut essayer de régler, alors je sais bien, dans la mesure du possible aussi, l'entrée et la sortie de vos clients. Donc, quand vous avez la possibilité de privilégier les réservations en amont, c'est un plus, comme ça vous permet de contrôler l'arrivée de vos clients. Mais on sait que si on parle par exemple pour la partie restauration, c'est un aspect qui est extrêmement compliqué. Et donc, l'objectif, c'est à l'entrée de faire attention entre les clients qui sortent et qui rentrent pour éviter qu'ils se croisent. Ça, c'est un point très, très important.
Laurent, est-ce que tu souhaites compléter, intervenir ou... Écoute, pour l'instant, non. Oui, enfin, peut-être quand même juste sur le lavage des mains. Le bon sens voudrait qu'à chaque fois que l'on débarrasse de la vaisselle sale, avant de retoucher effectivement de la vaisselle propre ou de faire toute autre tâche, on se passe effectivement du gel hydroalcoolique où on se lave les mains. Donc c'est vrai, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Cette règle de demi-heure ou d'une heure, moi, me paraît peu efficiente. C'est vraiment du bon sens. On débarrasse de la vaisselle sale qui a pu être contaminée par un client malade. On se doit de se laver les mains. Et pareil, à la plonge, le plongeur, quand il charge un lave-vaisselle, avant de décharger de la vaisselle propre, doit effectivement là aussi se laver les mains. Donc c'est vraiment le lavage des mains, à mon sens, est l'une des règles les plus importantes et les plus efficaces pour lutter contre la propagation du Covid. Et donc elle doit être pratiquée plus que ce qu'indique, à notre sens, le protocole. Pour répondre il y a des questions sur le port du masque. Le port du masque, une fois de plus, pour la clientèle. Je reviens sur l'aspect clientèle. Le port du masque est obligatoire pour la partie restauration. Du moment que le client n'est pas assis, il doit porter le masque. Pour la partie hôtellerie, le client, il a été précisé et c'est indiqué aussi dans le protocole, que le client n'a pas l'obligation de porter un masque. Ça, c'est ce qui est précisé aussi au niveau du protocole. Au niveau du personnel, par contre, ça, c'est obligatoire. Voilà. Pour tout ce qui est, on va dire, des règles de nettoyage, de désinfection, je vous l'avais déjà dit, l'objectif, c'est d'augmenter quand même la fréquence de nettoyage de l'ensemble de votre établissement, que ça soit pour la partie restauration comme pour la partie hôtellerie. Ça, c'est un point très important. Une fois de plus, pas d'obligation pour l'utilisation de produits spécifiques Covid. Par contre, du moment que vous faites le nettoyage de vos locaux, privilégiez l'utilisation de gants pour vos salariés. Ça, c'est un principe. Pour tout ce qui est nettoyage de linge, quand vous le faites en interne, l'objectif, c'est de nettoyer, si possible, comme pour la vaisselle, à minimum 60 degrés. Ça, c'est ce qui est recommandé par le gouvernement. Et pour revenir dessus une fois de plus, c'est nettoyage fréquent dès que possible. Si je reviens sur la partie sanitaire, c'est ce qui nous a été aussi posé à plusieurs reprises. La partie sanitaire, donc les toilettes. Aujourd'hui, il n'y a rien qui a été précisé au niveau du protocole, ni au niveau des fiches métiers qui ont pu être diffusées sur le site du ministère du Travail. Donc, on a pris l'initiative de faire des recommandations. Les recommandations sont les suivantes. Soit vous mettez à disposition de vos clients des lingettes, des désinfectants, pour que ce soit eux qui désinfectent la partie qui les concerne. Soit, dans ce cas-là, vous mobilisez un salarié qui sera en charge de nettoyer les toilettes après chaque passage d'un client, ou soit vous les fermez, ce qui va devenir compliqué. Parce que je sais qu'on nous a souvent repris sur les lingettes désinfectantes qui ne sont pas biodégradables et tout ça. Je suis conscient, sauf qu'il y a un moment, il faut apporter des solutions. Donc voilà, c'est aujourd'hui les conseils que l'on peut donner. Sur les lingettes désinfectantes, je réponds à une question en live qui sont introuvables. Je sais qu'actuellement, il y a un petit peu des ruptures de stock. Mais bon, j'espère que la situation va s'améliorer dans pas longtemps. Concernant pour les hôtels, la climatisation, il y a juste la consigne suivante qui est le nettoyage. Personne ne vous interdit l'utilisation de la climatisation. Pareil pour les aspirateurs. Il n'y a eu aucune contrainte qui a été imposée par rapport à l'utilisation de ces outils. Donc, j'ai envie de dire, quand il n'y a pas de contrainte, quand il n'y a rien qui a été précisé sur ces aspects-là, vous les utilisez. Voilà, avec un nettoyage beaucoup plus fréquent qu'au préalable. Pour la partie, je reviens sur la partie restauration et on peut aussi, ça n'a pas forcément été précisé sur l'hôtellerie, mais on peut aussi l'appliquer. Borne de gel hydraulique
est mise à disposition de la clientèle à l'entrée de l'établissement. Ça, c'est pareil, c'est une obligation. On vous a mis à la fin du slide, alors peut-être que vous ne le voyez pas, je vous l'enverrai, une affiche que vous pouvez aussi mettre justement au-dessus de cette borne. Pour revenir sur les clients, donc c'est ce que je vous expliquais, l'obligation de porter un masque pour tous les clients. Règle de distanciation. Ça, cette règle-là, elle a souvent engendré beaucoup de questions de votre part. La règle de distanciation physique est d'1 mètre. Oui, je me mets en dehors parce que là, j'ai... Ah. La règle de distanciation physique est d'1 mètre entre chaque table, mais moi, je vais être encore plus précis. C'est entre chaque client. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas respecter cette règle de distanciation d'1 mètre entre chaque client, vous devez mettre une séparation. Et souvent, on parle souvent de plexiglas. Pareil sur l'aspect comptoir. Le comptoir, je ne vous cache pas que le GNI, comme les autres organisations, on s'est clairement opposé à mettre en place sur le comptoir d'un bar un plexiglas, sauf que ça nous a été vraiment imposé par l'État et on n'a pas vraiment eu le choix. Donc, un client peut consommer au bar avec la mise en place de ce plexiglas et à condition qu'il soit à distance d'1 mètre d'un autre client. Ça, ce n'est pas interdit, c'est tout à fait possible. Au niveau des tables, la capacité d'une table, c'est 10 clients par table maximum. On ne peut pas aller au-delà. Par contre, cette table de 10 clients, enfin, vous pouvez avoir plusieurs tables de 10 clients au sein de votre établissement. Ça ne vous est pas interdit. Pour tout ce qui est, ça c'est pareil, la partie restauration, respect de distance pour les clientèles et tout ça, on vous a mis en lien à la fin du slide des affichages que vous pourrez imprimer et que vous pourrez intégrer dans votre établissement pour rappeler à la clientèle et aussi à vos salariés, ça ne fera pas de mal, cette règle de distanciation qu'il faut essayer de respecter au maximum. Interdiction de consommer debout. Les clients ne pourront être servis que quand ils sont assis. Ça, c'est un point très important. Quand je dis assis, c'est-à-dire qu'un client qui est sur un tabouret au bar est considéré assis. Je tiens aussi à le préciser parce que ça fait partie des questions qui ont été soulevées. La consommation debout n'est possible que pour les organisateurs de réception et en extérieur, pas en intérieur. Voilà. Pour répondre à la question, j'essaie de suivre aussi en même temps sur les questions qui sont posées. Le port du masque, on n'a pas précisé le port du masque s'il devait être en tissu ou en cellulose. Voilà, ça il n'y a pas de recommandation, c'est port du masque. Après, vous utilisez ce que vous voulez. Ce qu'il y a, c'est qu'après le port du masque lavable, il y a une durée de vie qui est quand même extrêmement limitée. Ça va vous imposer, vous, à nettoyer systématiquement les masques. Il va falloir fournir ces masques aussi à l'ensemble de vos collaborateurs. Le port d'un masque en tissu a une durée de vie assez courte. Donc, il faudrait en prévoir 2 à 3 par jour pour chaque collaborateur. C'est peut-être une contrainte supplémentaire qui est pas forcément nécessaire. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut à ce niveau-là. Alors, c'est assez compliqué d'animer, de pouvoir répondre. Ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la présentation, on ait un temps d'échange et que vous preniez la parole et qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Ça sera beaucoup plus fluide. Une fois de plus, par rapport à la partie restauration, pour justement limiter les flux, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il faut privilégier, quand c'est dans la mesure du possible, la réservation. Ça, c'est vraiment un critère que, quand vous pouvez le mettre en place, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus simple pour gérer le flux des arrivées. Au niveau les questions qui ont été aussi posées par rapport aux arrivées, au niveau du hall, au niveau des entrées de restaurants, au niveau de certains couloirs, c'est la règle de distanciation qui s'applique.
il faut qu'il y ait une distanciation physique d'1 mètre entre les clients quand ils arrivent. Donc, soit vous faites un marquage au sol, ce que l'on peut voir dans certains établissements déjà ouverts depuis quelques temps, même pour ceux qui ont des enfants, quand ils les emmènent à l'école, on le voit par terre, vous avez soit il y a de la peinture qui est mise, en tout cas, voilà, c'est juste pour faire respecter la distance d'1 mètre entre chaque client, entre chaque groupe. Ça, c'est important de le respecter. Je vais continuer sur la partie flux. Un autre point qui est souvent soulevé aussi pour l'hôtellerie, c'est ce que je disais, c'est que la borne de mise à disposition de gel hydroalcoolique est imposée pour la partie restauration. Elle n'est pas forcément imposée pour l'accueil à l'entrée de l'hôtellerie. Moi, une fois de plus, c'est quelque chose que je recommande. Après, chacun est libre de le faire. C'est pas imposé pour l'hôtellerie, ça l'est pour la restauration. Voilà, après à vous de voir comment vous souhaitez le mettre en place. Pour la partie restauration, j'y reviens aussi. L'objectif pour vous, c'est d'utiliser des menus à utilisation unique si possible. Donc, une fois de plus, ces menus à utilisation unique, soit vous utilisez on va dire des menus sous format papier que vous jetez après chaque utilisation, soit vous utilisez des ardoises, QR code, enfin voilà, différentes choses, ou après vous utilisez les menus plastifiés, mais ce qui engendre un nettoyage systématiquement. Dès que le client a touché le menu, il faut que les serveurs le désinfectent après l'utilisation avant de le redonner à un autre client. Ça, c'est vraiment important. L'autre point aussi c'est éviter de mettre à disposition tout ce qui est livres, journaux et tout ça. Ça, faut vraiment l'éviter dans tous les établissements, que ce soit l'hôtellerie ou la restauration. Pareil pour les condiments, privilégier, et ça c'est aussi une recommandation qui est très forte, les condiments à usage unique, donc en sachet, vraiment importante. Mettre à disposition aussi au sein de vos établissements, c'est pas qu'à l'extérieur que le gel hydraulique doit être à disposition, c'est aussi à l'intérieur de vos établissements. Toujours prévoir des lieux où vous pouvez disposer le gel hydroalcoolique. En même temps, il faut aussi mettre à disposition des poubelles pour permettre à vos clients, pour ceux qui ont besoin, de jeter les masques ou de jeter des mouchoirs. Voilà. Le 16, donc le 15, le 16, on a le truc à l'école avec Aleno. Monsieur Chenet, vous n'avez pas coupé votre micro. Non. Si, on a alors le 16, il y a Aleno. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, c'est bon. Hop. Donc, je continue. Pour le mode de paiement, il n'y a pas forcément, il y avait déjà des dispositions, la plupart le faisaient et la clientèle a aussi cette habitude. Il faut privilégier le paiement sans contact, le paiement à table pour la partie restauration. Ça, c'est un élément important. Pourquoi on dit à table? C'est uniquement pour éviter les flux de clients dans l'établissement qui vont se déplacer au comptoir. Donc, pour éviter ce flux, il faut privilégier le paiement directement à table. Pour la partie hôtellerie, c'est le prépaiement et paiement en ligne quand c'est possible, même pour la restauration, pour ceux qui l'ont mis en place. Donc ça, c'est vraiment un élément important à mettre en place auprès de votre clientèle. Et c'est pareil, il y a des affiches qu'on vous a préparées qui sont sur le slide que vous pourrez télécharger et afficher directement dans vos établissements. Pour la partie, il y a une question qui est posée sur la partie buffet banqueting. Personne ne vous interdit la mise en place de buffets comme dans vos établissements. Par contre, dans la mesure du possible, si vous pouvez éviter, c'est toujours un plus parce qu'il faut toujours faire très attention au regroupement de personnes autour d'un buffet. Donc là, c'est pareil, c'est marche en avant
autour d'un buffet, c'est-à-dire que les clients ne vont que dans un sens, ils ne peuvent pas revenir à la case départ entre guillemets. Toujours essayer de privilégier aussi que les buffets puissent être servis par votre personnel quand c'est possible, parce qu'à chaque fois qu'une fourchette, une cuillère est utilisée par votre clientèle, vous devez la changer systématiquement. Le client qui est après ne doit pas utiliser la même fourchette et la même cuillère. Donc, c'est pour ça que les buffets aujourd'hui, vous pouvez le faire, mais la recommandation qu'on fait, c'est d'en diminuer l'utilisation. Et si c'est pas possible, dans ce cas-là, de mettre des serveurs pour pouvoir servir les clients systématiquement. C'est une contrainte, mais c'est la réalité. Hop, je vais continuer. Donc, pareil, pour revenir sur la partie surveillance, encadrement, c'est ce que je vous ai expliqué en tout début. Vous avez quand même cette obligation de faire des points systématiquement avec l'ensemble de votre personnel. Vous devez organiser des réunions préparatoires, enfin des réunions en amont et après le service pour leur rappeler les consignes qu'ils doivent aussi rappeler aux clients et faire des points après les services pour savoir comment ça s'est passé. Je crois que ça, c'est vraiment un élément primordial dans la gestion et de vos collaborateurs. Au niveau des je vais revenir sur je vais passer sur le slide suivant qui est beaucoup plus complexe pour les yeux de tout le monde. C'est la situation face à un salarié ou à un client qui peut avoir des symptômes. Donc, pour tout ce qui va concerner les salariés, dès qu'il y a un signe avant-coureur d'infection, donc qui se mesure par de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires, l'objectif, quand votre salarié est dans ces conditions-là, c'est de pouvoir l'isoler et après de le renvoyer chez lui en lui conseillant d'appeler tout de suite son médecin, prendre rendez-vous, lui conseiller d'éviter de prendre des transports en commun pour rentrer chez lui et privilégier plutôt, soit s'il a une voiture personnelle, tant mieux, ou après voir un taxi pour éviter de contaminer d'autres personnes qui pourraient le rencontrer. Donc ça, c'est une priorité qui doit être faite. Vous n'êtes pas des médecins, ce n'est pas à vous d'estimer quoi que ce soit. Si vous avez des signes, une fois de plus, c'est bien inscrit dans le protocole, ce sont des signes. Voilà, dès qu'on a des signes de toux, de fièvre, de problèmes respiratoires, le salarié, quand il est en capacité de rentrer chez lui, vous le renvoyez et vous lui conseillez tout de suite de prendre rendez-vous avec son médecin traitant. Ça, c'est une priorité. Si après, il n'est plus en capacité, dans ce cas-là, il faut faire le 15, ça sera le plus simple à gérer. Pareil, une fois de plus, sur cet aspect de déclaration des symptômes, et on vous a mis des affiches avec les numéros de téléphone à appeler en cas de suspicion. Pareil pour la partie, ces règles-là s'appliquent aussi bien pour la restauration comme pour l'hôtellerie. Concernant l'hôtellerie, il y a souvent des questions qui nous sont posées sur l'aspect recouche, sur l'aspect jachère. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'a été précisé et surtout rien n'est interdit. La recouche est tout à fait possible dans vos établissements, dans l'hôtellerie. Après, vous pouvez tout à fait voir avec vos clients pour leur expliquer qu'au vu de la situation, s'ils ne souhaitent pas qu'une femme de chambre rentre dans leur chambre pour refaire leur lit, c'est tout à fait possible et c'est plutôt conseillé. Mais aujourd'hui, personne ne nous interdit de faire la recouche et il n'est pas non plus précisé qu'après chaque utilisation d'une chambre, elle doit être mise en jachère 24 heures. Personne ne le précise et ce n'est pas interdit. Les chambres peuvent être réutilisées tous les jours par des personnes différentes du moment qu'elles sont nettoyées, désinfectées. Voilà, ça c'est un point souvent qui a été soulevé parce qu'il y a eu des communications qui ont été faites sur l'aspect jachère en hôtellerie. Il n'y a aucune réglementation qui l'impose, aucune. Les chambres, si elles doivent être désinfectées plus que d'habitude, elles doivent être, n'importe, ça fait partie aujourd'hui comme il n'y a pas de distinction à faire par rapport à ce que vous faisiez. C'est ce qui est le plus important dans les chambres, comme pour la partie restauration, c'est surtout de privilégier le nettoyage, d'insister sur tout ce qui est nettoyage.
où les mains sont posées, donc les poignées de porte. Du moment que le client doit poser ses mains, c'est ces espaces-là qui doivent être beaucoup plus nettoyés qu'au préalable. Voilà, ça, c'est des informations qui sont importantes. Une fois de plus, pour répondre, vous n'avez pas l'obligation d'utiliser des virucides. Utilisez le matériel que vous aviez l'habitude d'utiliser au préalable. On ne change pas les habitudes. Après, si vous avez eu un cas de contamination, ça, c'est une autre approche. Et là, par contre, vous serez obligé d'utiliser des virucides pour désinfecter l'espace qui a été contaminé par le client ou, le cas échéant, par les salariés. Mais c'est pas une obligation, voilà, pour le commun. Ça, c'est important de le savoir parce que on sait que là-dessus, il y a eu pas mal de tractations pour faire la promotion de ces produits. Les questions qui nous sont aussi posées, parce que je parle souvent de l'hôtellerie, la restauration, il y a l'aspect piscine et spa. Ça, ce sont des questions sur lesquelles, au niveau du protocole, il n'y a eu aucune recommandation qui ont été faites. Au niveau des piscines et des spas, nous, ce que l'on conseille à l'ensemble des adhérents, c'est d'appeler directement l'Agence régionale de la santé. Pourquoi? Parce que chaque agence régionale de la santé a son propre protocole par région. On aurait pu avoir un protocole national. Non, c'est un protocole régional. Donc aujourd'hui, c'est pour l'utilisation des piscines et la désinfection, comme pour les spas, c'est un élément important à prendre en compte, c'est d'appeler directement l'Agence régionale de la santé qui dépend de votre région. C'est les meilleures recommandations qu'on puisse vous faire pour tous ceux qui ont des piscines ou des spas. Attention pour la partie spa, je ne sais pas si dans les personnes qui y participent, dans certains établissements, les spas sont sous-traités. Sont sous-traités à des entreprises qui sont rattachées à la convention collective de l'esthétisme. Là-dessus, c'est pas la convention HR qui s'applique, c'est leur convention collective à eux. Donc, ils ont leur propre protocole, qui n'est pas forcément le même que le nôtre. Voilà. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Sur le... Est-ce que, Laurent, tu veux reprendre? Philippe, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole par rapport à la présentation ou pas? Peut-être, Grégory, par rapport à l'information du salarié et les règles de preuve, à moins qu'ils viennent après. Alors, pour la partie formation, information des salariés, ça fait partie des premiers slides. Ce qui est important à savoir, c'est ce qu'on vous disait, c'est que l'objectif, c'est vous devez rappeler à l'ensemble de vos collaborateurs les consignes sanitaires qui sont mises en place dans votre établissement. Consignes sanitaires que vous avez dans le protocole qui est pour moi un document qui s'adresse aux entreprises. Donc, même si vous le transmettez à vos salariés, je vous déconseille fortement de leur faire signer ce genre de document. C'est un document qui vous concerne, qui peut servir d'information, mais le salarié n'a pas à le signer. Par contre, les fiches métiers qui suivent la présentation qui accompagnent ce protocole, elles, vous pouvez parfaitement les remettre à vos salariés et les faire signer, leur faire signer une attestation comme quoi ils ont bien pris en compte les consignes sanitaires. Attestation qui est aussi transmise dans ce document que vous avez, qui est en ligne, qui était sur la slide 6, je crois. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, vous les avez, attestation que vous pouvez leur faire signer une fois qu'ils ont pris connaissance de ces consignes. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau de la formation, je vous ai parlé de la formation pour la partie sensibilisation de vos salariés. Si vous ne souhaitez pas la faire, vous pouvez tout à fait faire appel, une fois de plus, à un organisme qui viendra rappeler les consignes sanitaires à vos salariés. Et auquel cas, cet organisme, quand il viendra, il remettra forcément une attestation de présence qui validera le fait qu'ils aient bien pris connaissance des consignes sanitaires. Ça, c'est important de le savoir. Pour les femmes de chambre, masque, visière, gants, masque, oui.
L'utilisation des gants, ça fait partie de l'utilisation qu'elles ont toujours eue. C'est des gants spécifiques pour les femmes de chambre. Une fois de plus, les femmes de chambre ont l'obligation des masques. Il n'y a pas une obligation de visière. Je vois des éléments qui sont placés. La visière n'est pas obligatoire, n'est pas un élément qui a été imposé par l'État pour ce personnel-là. Par contre, une visière sans masque n'a aucune utilité. Grégory, est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Oui. Par rapport au personnel qui serait en situation de handicap ou dite vulnérable, c'est-à-dire présentant une affection de longue durée ou autre, il faut faire attention effectivement qu'en termes d'information et de formation, suivant le type de handicap, le salarié ait bien compris toutes les instructions. Donc après, ça peut se faire soit par écrit, à l'oral, enfin voilà, c'est vraiment en fonction du type de handicap, mais il faut vraiment s'assurer que la personne ait bien compris et qu'il peut y avoir différentes manières de prodiguer ces conseils-là. Et dans ces cas-là, on peut toujours m'appeler si on a besoin d'informations. Je reviens sur… je peux prendre la parole, Greg? Je reviens sur la partie hôtelière au niveau des femmes de chambre. Il y a actuellement un arsenal chimie qui est relativement intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de produits virucides qui ont été proposés par des chimistes sérieux et notamment qui évitent d'être dans l'excès de nettoyage parce qu'on ne sait plus trop bien pourquoi on nettoie à un moment donné. Et l'intérêt, c'est qu'on a des produits assez intéressants en spray. Alors, il y a des sociétés très, très performantes là-dedans. Et il y a également des produits qui répondent à un problème qui va se poser, le nettoyage à 30 degrés. Il y a des lessives virucides à 30 degrés qui évitent le nettoyage à 60 degrés pour des produits comme les masques que vous devrez relaver pour le kit salarié. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a toute une batterie de produits existants qui présentent, je dirais, une aide sérieuse pour l'hôtellerie. Grégory, Laurent Fréchet, je voulais aussi revenir sur un point concernant le financement. J'ai eu des petites coupures tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as abordé, mais en tout cas, la prise en charge possible par l'assurance maladie de 50% du budget, donc achat, équipement, investissement lié à la lutte contre le Covid. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la Caisse nationale d'assurance maladie, on avait communiqué sur cette aide, c'était à partir de mi-mai. Du moment que vous avez acheté du matériel dans l'intérêt de vos salariés pour les protéger, même les plexiglas que vous pouvez mettre en place, ou l'achat de poubelles ou les bornes, ces investissements peuvent être pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Une fois de plus, c'est un élément que l'on a mis en lien dans la présentation. N'hésitez surtout pas à l'utiliser. Voilà. Ça concerne aussi ça concerne les consommables aussi. Hein. Oui. Par contre, il y a un investissement minimum de 1 000 €. Voilà. Je voulais aussi répondre à une question qui a été posée sur le port des gants pour le personnel de salle. Non, même plutôt déconseillé. Un gant peut être contaminé au même titre que les mains. En revanche, vous allez plus difficilement laver une paire de gants que laver vos mains ou passer du gel hydroalcoolique sur vos mains. Donc, le port de gants n'est pas conseillé. Une question qui revient souvent sur la prise de température ou certains qui demandent des attestations à leurs salariés pour qu'ils confirment qu'ils sont en bonne santé. Ça, c'est un point sur lequel je souhaiterais quand même revenir. La prise de température, déjà, n'est pas obligatoire et sachant qu'un salarié peut totalement la refuser. Et c'est aussi déconseillé par le Haut Comité à la santé, cette procédure. Deuxièmement, l'attestation, là c'est pareil. Ça c'est quelque chose vous ne pouvez pas aujourd'hui demander à vos salariés qu'ils vous remettent une attestation pour préciser qu'ils sont en bonne santé. Vous ne pouvez pas demander ce genre de document. C'est formellement interdit, ça relève du secret médical et en aucun cas vous ne pouvez demander ce genre de document. Voilà, chaque personne est responsable, mais en aucun cas vous devez appliquer ce document. Et la prise de température, une fois de plus, certains l'ont mis en place. Ce n'est pas interdit, mais vous pouvez une fois de plus être confronté à des salariés qui la refusent et seront dans leurs droits. Voilà.
Grégory, tu as évoqué tout à l'heure les chambres en jachère et sur lesquelles effectivement il n'y a aucune norme qui a été fixée. Oui. Il y a aussi la question qui revient souvent de laisser la chambre pendant 3 heures avant que les femmes de chambre n'interviennent. Moi, j'ai pas retrouvé ça nulle part dans le protocole. Ce n'est pas indiqué dans le protocole et ce n'est pas non plus mentionné dans les fiches métiers. On est d'accord. Voilà, ce sont une fois de plus des informations qui ont couru, qui ont été évoquées, parce qu'il y a aussi la confusion que l'on peut avoir justement sur les chambres, c'est que certains groupes ont mis en place des protocoles internes, et dans ces protocoles, ils ont évoqué la jachère, ils ont évoqué aussi le fait d'attendre 3 heures avant d'intégrer une chambre. Voilà, mais ça, c'est une politique interne à ces groupes, on va dire, hôteliers et qui ne s'applique pas à la branche. Chacun est libre de faire ce qu'il veut par rapport à l'utilisation des chambres. Il n'y a aucune consigne qui est faite. L'aération, si, ça s'est recommandé fortement, mais vous pouvez totalement rentrer dans une chambre dès que le client est parti. Autre question. Après, si certains veulent poser des questions ouvertement sans les écrire, c'est tout à fait possible. Oui. Grégory, Laurent Oui. Fréchet, je voulais prendre une question concernant l'assouplissement possible du protocole le 22 juin. On n'a absolument aucune information sur le sujet. En revanche, le protocole a été conçu de façon à ce qu'il puisse évoluer en fonction de l'évolution du Covid. Et je voulais aussi rappeler que ce protocole était spécifique au Covid-19 et non pas applicable pour tout coronavirus futur. Les coronavirus, il peut y en avoir très fréquemment. Ce protocole exigeant est applicable pour le Covid-19 et ne serait pas applicable dans le cas d'un coronavirus quelconque, moins dangereux, qui pourrait intervenir dans les mois ou les années qui viennent. Alors, je voudrais intervenir pour compléter un petit peu les points là sur les allègements. J'ai assisté à différentes réunions sur des villes de montagne qui aujourd'hui ont décrété des protocoles préfectoraux beaucoup plus durs et beaucoup plus nourris que les nôtres. Je mets en garde contre ce point-là parce que le protocole HCR qui a été négocié par la branche vise à nous protéger avec un objectif de moyens et est moins contraignant que certains protocoles qui ont été vus par la préfecture d'une région, notamment la Haute-Savoie pour mon cas, qui sont beaucoup plus drastiques et qui n'auront peut-être pas l'évolutivité dont parle Laurent Fréchet. Donc je vous mets en garde aussi sur le fait d'avoir les bonnes règles dès le départ, celles applicables au HCR et celles qui ont été négociées par la branche. Je vois des comparaisons par rapport, on va aller dans le vif du sujet, par rapport au guide qui a été mis en ligne par l'UMI concernant l'utilisation des chambres. Ça, c'est leur propre initiative. Moi, une fois de plus, je vais rester très terre à terre et je vais utiliser uniquement les documents qui ont été publiés par le ministère du Travail et qui aujourd'hui, c'est ce document-là qui ont une véritable, entre guillemets. Donc, l'utilisation, le nettoyage des chambres, l'alternance des salariés entre le soir et le matin, personne ne le précise. Personne ne l'a indiqué au niveau des consignes sanitaires applicables à nos établissements. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, il n'y a pas de précision sur cet aspect-là. Voilà, ça c'est un point important qui peut être justement évoqué. Flyer à la réception, c'est des questions à laquelle je réponds un peu en live. Non, il faut éviter. Les flyers, non, c'est comme les journaux, c'est comme toutes sortes de documentation, des livres ou quoi que ce soit. Tous ces documents-là, pour l'instant, vous les laissez derrière le comptoir. Vous ne les mettez pas à disposition de vos clients, surtout pas. Ça, c'est important à le savoir. Pareil, ces documents, surtout pas dans les chambres non plus. Ou dans ce cas-là, si vous les laissez, après le départ du client, vous allez devoir les enlever et les remplacer par des nouveaux documents, systématiquement. Mais ne jamais laisser des documents qui peuvent être touchés par des clients à plusieurs reprises dans la journée.
Ça, c'est un point important aussi à savoir. Oui, il y a, Grégory, il y a d'autres questions là, je rebondis sur ce que je vois. Que faire en cas de pluie lorsque les clients sont en train de manger? C'est la première question. Et puis une autre concernant l'activité traiteur, notamment pour les cocktails dînatoires, type mariage. Comment matérialiser et faire en extérieur sur une pelouse, par exemple. Comment utiliser par rapport les corbeilles de pain, les cascades de fruits, etc., etc. Est-ce qu'on a des news par rapport à ça? Alors, sur la partie terrasse, en cas de pluie, j'ai pas forcément la réponse comme ça parce que ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas, en zone orange, je parle en zone orange, on ne peut pas accueillir nos clients à l'intérieur de l'établissement. Donc, Laurent, je ne sais pas si toi, tu as été concerné ou pas, si tu as une réponse ou pas à formuler sur cet aspect-là, ou Émilie. Mais oui, c'est une contrainte, je le reconnais, mais je n'ai pas forcément la réponse. Pour moi, il n'y a pas forcément de possibilité. Ouais. Oui, la réponse correcte, c'est d'avoir les meilleures prévisions météo possibles et de ne pas accueillir de clients plus qu'il n'en faudrait, plus qu'on ne pourrait en abriter sous un dispositif léger de terrasse. Voilà, donc c'est compliqué. C'est aussi pour ça qu'on a entamé depuis hier des démarches et des demandes fortes auprès du gouvernement pour qu'il libère pleinement et entièrement la zone orange. Manque de peau, enfin cette mesure d'ouverture partielle par les terrasses c'était une bonne mesure. Manque de peau, et quand ça veut pas, ça veut pas. La météo n'est pas de la partie. Et donc, on demande effectivement l'ouverture pleine et entière de nos établissements. On ne sait pas si on sera entendu, mais voilà, il va peut-être falloir effectivement qu'on précipite un petit peu les choses parce que la météo dans les jours qui viennent n'est pas terrible. Et on s'appuie pour ce faire sur l'expérience de la SNCF. Depuis le week-end dernier, vous pouvez voyager coude à coude avec un inconnu dans les TGV. Voilà, donc si on peut voyager coude à coude avec un inconnu dans un TGV, on peut peut-être manger dans un établissement de restauration à 1 mètre de distance d'un autre client. Voilà. Mais donc pour l'instant, il n'y a pas de réponse à votre question. Non, vous n'êtes pas censé faire entrer vos clients dans l'établissement en cas de pluie. Voilà. Ok. Question par rapport aux traiteurs. Ça, c'est des sujets aujourd'hui où on n'a pas forcément toutes les réponses parce qu'on a un gros problème vis-à-vis du sujet traiteur qui est entre le protocole et le décret, on a une divergence. La divergence est la suivante, je vais être très clair, c'est que dans le protocole, il y a la possibilité de servir des clients en position debout, alors que dans le décret qui est applicable depuis le 1er juin 2020, les consignes sont uniquement pour les clients qui sont en position assise. Voilà. Donc ça, c'est un élément sur lequel on va obtenir des précisions au plus vite, parce que je sais que ça fait partie de la majorité des questions qui sont posées et pour lesquelles, pour l'instant, on est un petit peu dans le flou, même si le protocole aujourd'hui s'applique à l'ensemble des établissements du CHR, donc les traiteurs organisateurs de réception, on a cette difficulté entre un protocole et un élément qui contredit un petit peu le protocole sur cet aspect-là, qu'on va essayer de régler au plus vite. Voilà. Après, qu'est-ce que je... Grégory, j'aimerais que tu reviennes, si tu veux bien, un petit peu sur parce que j'ai beaucoup de questions sur le sujet, sur le type de lingette désinfectante qu'on peut utiliser, par exemple, pour nettoyer un dossier ou une table. Est-ce que des lingettes désinfectantes classiques suffisent? Est-ce que c'est du gel hydroalcoolique? Enfin, voilà. L'utilisation de lingettes, c'est comme pour les produits c'est ce que j'expliquais en tout début. L'utilisation de produits désinfectants, c'est pas un viruscide ou quoi que ce soit, c'est les produits que les établissements avaient l'habitude d'utiliser pour nettoyer. On parle plutôt de nettoyage. Donc là, il faut utiliser des lingettes désinfectantes, soit des lingettes désinfectantes à base d'eau de javel pour la partie toilette et tout ça. Enfin, il n'y a pas de lingettes désinfectantes spécifiques Covid. Voilà. Elles ne sont pas virucides, ces lingettes désinfectantes pour la plupart. Non. Mais on n'a pas l'obligation d'utiliser des virucides. D'accord, mais donc on n'enlève pas le Covid sur une table avec ces lingettes.
On désinfecte, si. Du moment qu'on désinfecte, le virus, n'importe comment, est détruit systématiquement. C'est pour ça qu'on explique à tout le monde que c'est pas parce que vous pouvez utiliser n'importe quelle lingette, c'est comme le savon. Aujourd'hui, se laver les mains au savon suffit largement pour détruire le virus si vous l'avez sur les mains. Donc, c'est exactement la même chose sur les produits désinfectants ou de nettoyage qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien. Du moment que c'est nettoyé, le virus disparaît. Voilà, ça, faut bien le savoir. C'est pas la peine d'acheter des produits avec écrit dessus désinfection au Covid. C'est totalement ridicule. Et souvent, la plupart du temps, ce sont des produits qui sont identiques à ceux que vous utilisiez avant. En revanche, privilégier les lingettes désinfectantes à usage unique plutôt que les lavettes qu'on a pour habitude d'utiliser en règle générale. Ouais. OK. Je voulais répondre à la question sur la possibilité de refuser un client qui ne veut pas mettre son masque. Et effectivement, les textes imposent le port du masque donc quand il y a un déplacement. Si le client refuse de se conformer à l'obligation, on a effectivement la possibilité de lui demander de quitter l'établissement. C'est un refus de vente qui se justifie dans ce cas-là. L'utilisation, je réponds aussi à une question sur l'utilisation des manches debout. Les manches debout, c'est justement une fois de plus la question que l'on doit régler avec le ministère sur cette histoire de place assise, même si contrairement à ce qui a été indiqué dans le protocole, il y a la possibilité de servir des clients debout. Le décret qui est applicable aussi depuis le 1er juin, voilà, nous remet un petit peu en cause. Donc, c'est un élément qu'on va essayer de préciser au plus vite. Pour l'instant, un manche debout, vous pouvez mettre des clients autour à condition qu'ils soient assis. Donc, c'est un petit peu ridicule, mais voilà. Ça, ces éléments-là, une fois de plus, pour la partie traiteur, on va essayer d'obtenir la réponse au plus vite pour la communiquer, j'espère, d'ici ce soir ou lundi au plus tard. Même si je sais que certains nous ont sollicité sur ce sujet-là et qu'il y a déjà des manifestations qui s'organisent ce week-end. Aujourd'hui, je ne peux pas vous confirmer que même si c'est écrit dans le protocole, un décret est quand même à une autre valeur qu'un protocole. Et du moment que dans un décret, on vous dit que c'est uniquement les personnes en place assise qui peuvent être servies, voilà, je ne peux pas affirmer le contraire. Lors de la dernière réunion avec le préfet de l'Hérault, il avait l'air plutôt favorable aux manches debout, mais évidemment, c'est pas lui qui fait la réglementation. Grégory, est-ce que je peux répondre à la question s'agissant de l'obligation de mise à disposition? J'essaye d'apporter les réponses au niveau social dans le chat, c'est pas forcément évident. Alors, effectivement, il n'y a pas d'obligation d'un point de vue strictement juridique de mettre des masques à disposition des salariés pour venir travailler. Par contre, dans la mesure où l'entrepreneur, le chef d'entreprise a une obligation générale de sécurité de ses salariés quand ils rentrent dans l'entreprise, il faut à minima s'assurer que le salarié dispose de masques pour venir, qu'il les ait de par sa commune, de par ses propres moyens. Et dans ce cas-là, si véritablement il répond qu'il n'en a pas, ça peut être judicieux de leur proposer de leur en mettre à disposition. Tout ça toujours dans l'objectif de répondre à l'obligation générale de sécurité et de limitation de propagation du virus. Merci. Les soirées dansantes sont formellement interdites pour le moment jusqu'au 22 juin, dès qu'il y aura une nouvelle intervention du Premier ministre sur le sujet. Mais pour le moment, il est formellement interdit tout ce qui est dansant. Voilà. Donc ça, c'est applicable pour l'ensemble de la branche aussi. C'est des éléments à prendre en compte. Je réponds aussi à une autre question sur l'utilisation des corbeilles. Les corbeilles, elles sont à utilisation unique, c'est un peu compliqué, mais à chaque fois qu'elle a été déposée sur la table, une fois que le client s'en va, il faut impérativement la nettoyer. Voilà. Et bon, ça, je le précise, mais vous le savez tous, que bien évidemment, le pain qui est mis à disposition des clients est à jeter après la fin de chaque service, entre guillemets, dès que le client part. Comme les carafes d'eau, une fois de plus, les carafes d'eau qui sont mises à disposition sur les tables, elles sont à usage unique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une fois que le client, le ou les clients quittent la table,
vous devez vider l'eau et mettre la carafe au lave-vaisselle ou à la plonge pour qu'elle soit nettoyée. Ne certainement pas la repositionner sur une autre table. Voilà, ça je sais que vous ne le faites pas, mais je préfère des fois le préciser par rapport aux questions qu'on a pu avoir sur ce sujet-là. Grégory, je peux reprendre la parole, s'il te plaît? Oui, allez-y. Alors, il y a un échange sur la question de savoir si on peut demander à des salariés, notamment dans le cas des extras, quelque part de formaliser le fait qu'ils ne sont pas malades et qu'ils ne ressentent pas les symptômes. Alors, clairement, non, on ne peut pas l'écrire dans les contrats. Ce serait une clause attentatoire à la vie privée du salarié qui serait, à n'en pas douter, jugée non conforme. Par contre, il faut contourner le problème, c'est-à-dire qu'il faut à chaque embauche, alors je sais bien que c'est compliqué pour les extras, sensibiliser le personnel aux mesures de protection, aux mesures mises en place dans l'entreprise pour limiter la propagation du virus et donc celles qui atteignent les salariés, sur le fait de devoir prendre connaissance de l'ensemble des gestes et à ce moment-là, faire signer des attestations comme quoi le salarié a bien pris connaissance de ses obligations au sein de l'entreprise et de toutes les mesures qui ont été prises pour justement limiter la propagation du virus. C'est un petit peu une façon de contourner la demande de M. Hoz de savoir si on peut faire signer dans les contrats. Dans les contrats, c'est non. Par contre, via le document unique, via les notes d'information, via la remise de toutes les informations que vous pouvez mettre dans votre entreprise, on peut s'assurer, en tout cas alerter sur la très grande nécessité pour les salariés d'être vigilants sur leurs propres symptômes. Sur la question qui est posée sur l'obligation de mettre à disposition des masques à vos salariés lors de leur trajet, non, non. L'obligation, elle est uniquement au sein de l'établissement. Elle n'est pas sur leur trajet pour venir. Voilà, ça c'est la question qui est posée. Donc, chacun après applique les règles qui sont en fonction des transports en commun ou quand ils prennent leur voiture, ils n'ont pas besoin de porter un masque quand ils sont en voiture. Donc non, vous devez fournir uniquement le masque sur le lieu de travail, pas sur le trajet. Sur la terrasse cocktail, client doit-il porter un masque? Ça dépend. Une fois de plus, un cocktail, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre au plus vite sur la position assise ou debout. Concernant la position assise pour le cocktail, du moment qu'il ne consomme pas, le client a l'obligation de porter un masque. Après, du moment qu'il est servi, il ne le porte plus. Et dès qu'il est en mouvement, même sur la terrasse, il doit porter un masque. Voilà. Conseil sur les buffets petit déjeuner, c'est la même chose, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour les buffets, comme pour la restauration, comme pour l'hôtellerie. L'obligation, c'est essayer de réduire l'utilisation des buffets ou autrement, une fois de plus, c'est marche avant pour l'ensemble des clients. Après, par exemple, ce que vous pouvez faire pour les petits déjeuners, c'est éviter que l'ensemble des clients viennent à la même heure. Donc, essayez d'organiser un peu un planning, entre guillemets, pour que vos clients soient peu nombreux dans la salle petit déjeuner. Pareil, ça, le petit déjeuner, il faut respecter les règles de distanciation qui s'appliquent aussi pour la restauration. Il n'y a pas de distinction là-dessus. Et pour le buffet, c'est marche avant, mettre du personnel pour pouvoir servir vos clients, ou auquel cas, il faut rappeler que du moment qu'un client, pour se servir, utilise une fourchette, une pince ou quoi que ce soit, cet outil-là doit être systématiquement mis après dans un panier pour être désinfecté et remettre après à disposition d'autres fourchettes pour le client suivant. Donc, s'il y a la possibilité, c'est privilégier du personnel pour servir les clients et après, soit dans ce cas-là, organiser directement un service à table quand, dans la mesure possible, quand vous avez la possibilité de l'organiser. Concernant, concernant ça, je vois que Philippe a répondu, les clients doivent être assis ou à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui. Il n'y a pas de distinction entre les terrasses ou l'intérieur d'un restaurant. Tout le monde doit être assis pour pouvoir être servi. Ça, c'est sûr et certain. La durée de ces règles,
ça va être la durée du confinement, enfin du déconfinement, de l'alerte sanitaire entre guillemets. Pour l'instant, on n'a aucune information pour savoir quand est-ce que ça va être levé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole est applicable aujourd'hui, qu'il y aura peut-être encore des évolutions qui vont se faire dans les prochaines semaines. Je pense que les évolutions qui vont être appliquées, c'est plutôt le fait que les zones oranges vont devenir des zones vertes. Ça va être les évolutions. Après, le port du masque pour l'ensemble de nos collaborateurs, le port du masque aussi pour la clientèle sur la partie restauration restera obligatoire, je pense, au moins jusqu'à la fin de l'été. Après, je m'avance peut-être, je n'ai pas encore tous les éléments, mais il y a de fortes chances pour que le protocole et les règles et les consignes sanitaires soient applicables au moins jusqu'à septembre. Peut-on faire venir des musiciens, par exemple, pour la fête de la musique? J'ai envie de vous dire, là, aujourd'hui, il n'y a rien qui vous interdit une animation. Ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas, par contre, la possibilité que vos clients dansent. Donc, après, ça peut être en fond sonore, mais le fait de danser est formellement interdit. Fête de la musique, c'est le 21. Peut-être que d'ici là, on aura d'autres évolutions par rapport à nos... Son activé. Alors, je crois que sur le client qui refuse le port du masque, qui refuse de quitter l'établissement, je crois qu'Émilie, tu as déjà répondu sur cette question-là. Alors, s'il y a un conflit avec le client, on appelle les services de police. De toute façon, pas d'autre solution si vraiment on est dans une situation conflictuelle. Pour le nappage, c'est la même chose. Le nappage une nappe, quand on est en tissu, ne peut être utilisée qu'une seule fois. Dès que le client quitte la table, vous devez changer la nappe. C'est comme pour tout, comme pour les carafes, comme pour les corbeilles à pain, comme pour les condiments, c'est usage unique, systématiquement. S'il n'y a pas de nappage, c'est nettoyage de la table automatiquement dès que le client part, comme les dossiers de chaises. Dès que les clients quittent la table, il faut que vos serveurs pensent à nettoyer le dossier des sièges. Tous les éléments qui peuvent être touchés par le client doivent être désinfectés systématiquement. C'est que ça va super vite, j'ai pas le temps de... Alors, est-ce qu'il y a possibilité que les participants puissent prendre la parole ou il y a uniquement les intervenants? Thomas, je ne sais pas, je pose la question. Parce que j'ai même pas le temps de lire. C'est possible. Après, la difficulté, ça va être la gestion des priorités. D'accord. Puisque plusieurs personnes risquent de parler en même temps. Donc, éventuellement, si les gens veulent prendre la parole, ce qu'on peut faire, c'est qu'ils déposent juste leur nom ou ils font signe sur le chat et toi, tu donnes la parole aux participants. D'accord. Ok. Donc voilà, si certains veulent poser des questions, n'hésitez pas à le faire savoir. Grégory, une question qui n'a pas été abordée et qui a souvent été posée est celle des sanctions éventuelles encourues. Par rapport à non-respect du protocole. Par rapport aux entreprises? Oui. Alors là, je vais peut-être tendre la perche plutôt à Émilie sur cet aspect, sur cet aspect-là, parce que c'est pas forcément dans mon champ de compétences. Émilie, je veux intervenir. La sanction en cas de non-respect du protocole, on serait sur une amende de 4e catégorie, enfin sur une contravention de 4e catégorie, donc qui peut aller jusqu'à 750 € d'amende. Et si on ouvre l'établissement alors que on fait l'objet d'une interdiction, je pense aux zones oranges pour lesquelles il y a uniquement la possibilité d'ouvrir la terrasse et pas la salle. Là, on est sur une amende de 10 000 € et qui peut aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Sur l'aspect social, peut-être pour compléter, Grégory, oui. le protocole se veut aussi le cadre dans lequel l'exercice de l'activité salariée va se faire de manière la
Pardon, j'ai eu un petit problème de son. Le protocole, c'est la garantie qu'on fait travailler ses salariés dans les conditions de sécurité préconisées. Ne pas le mettre en œuvre ou partiellement, c'est également s'exposer à ce qu'il y ait une contestation en cas de maladie, en cas d'accident du travail, d'avoir quelqu'un qui peut se mettre à refuser de prendre son emploi. Si on n'a pas mis en œuvre le protocole, c'est plus compliqué de sanctionner ce type de comportement. Donc, c'est un petit peu le sauf-conduit à l'égard de ces salariés sur la bonne marge de l'entreprise. Je vais répondre et après je laisserai la parole à Monsieur Ross, je crois qu'il veut poser une question. Concernant le bar, c'est ce que j'expliquais un peu en tout début de la présentation. On a lutté, on s'est opposé au ministère du Travail comme de la Santé sur la mise en place d'une séparation, donc d'un plexiglas sur le bar. On n'a pas obtenu gain de cause, hélas. Et donc, pour répondre à votre question, même s'il y a une distance supérieure à 1 mètre entre le barman et le client, vous avez l'obligation de mettre un plexiglas. Auquel cas, si vous ne voulez pas mettre de plexiglas, vous ne pourrez pas servir vos clients au bar. Mais ce plexiglas, entre guillemets, est obligatoire sur le comptoir du bar. Sur la réception, alors sur la réception, il est précisé qu'on parle plutôt d'un film plastique. Et encore, les choses ne sont pas aussi claires que ça pourrait l'être. C'est vrai que sur les conseils, on va dire qu'on peut mettre en place un plexiglas, mais c'est pas forcément quelque chose qui est précisé et qui est surtout aujourd'hui recommandé. Je cherche le terme exact qui a été employé pour la réception. Et parce que justement pour la réception, souvent ce qui est évoqué, c'est respecter les règles de distanciation, donc forcément 1 mètre au minimum. Attendez, je cherche en même temps que je vous parle, j'ai plus le terme exact. Je pense que ça c'est important pour non, il n'est pas précisé aujourd'hui si je reprends la fiche accueil-réception, de mettre en place clairement un plexiglas. C'est adapter tout ce qui est banque d'accueil pour permettre plusieurs personnes de travailler. Bon, alors ça, c'est pour la partie réception, enfin, entre le personnel, toujours régler la partie distanciation. Pour la partie réception, c'est plutôt mettre en place un film transparent. Bon, voilà, que je trouve pas forcément le plus adapté pour la réception. Ou après mettre en place une barrière rigide, mais c'est pas aussi sur l'aspect réception. Ce qui est vraiment privilégié, c'est vraiment la règle de distanciation d'1 mètre entre le client et le réceptionniste. Le plexiglas, ah mince, j'ai pas eu le temps de lire, désolé, ça va tellement vite. Sur le bar d'envoi en salle obligation, non. Du moment que le bar n'est pas utilisé pour servir le client directement, vous n'avez pas l'obligation de mettre en place un plexiglas, loin de là. Pour tout ce qui concerne la présentation, je ne suis pas revenu sur l'aspect fiche parce qu'elles sont un peu lourdes et puis elles ne concernent pas tout le monde, elles concernent en fonction des métiers. La présentation vous sera transmise par mail dès la fin du webinaire avec tous les liens dont je vous ai parlé, les liens qui vous renvoient sur des fiches, des affiches, les liens qui vous renvoient sur la mise en place du document unique et sa réactualisation, les liens qui vous renvoient aussi sur les aides financières proposées par la Caisse nationale d'assurance maladie, liens aussi qui vous renvoient sur le protocole qui a été publié, ainsi que le décret d'application. Tout ça va vous être envoyé dans l'heure qui suit pour essayer de répondre plus en détail à vos questions. Et une fois de plus, n'hésitez surtout pas à nous solliciter, à me renvoyer un mail pour si on n'a pas répondu à toutes vos questions et interrogations, pour qu'on puisse vous y répondre par mail directement ou à m'appeler. Il n'y a pas de souci.
Y a-t-il un lien replay pour une réécoute? Non, je sais qu'il y a d'autres webinaires qui sont organisés, auquel cas il y a la possibilité de participer à d'autres webinaires s'ils ne sont pas complets, mais voilà. Le sens de circulation, non. Non. Il n'y a pas de sens de circulation pour les serveurs. Enfin, dans ce cas-là, ça va devenir vite compliqué pour eux. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que un serveur sert une table. Pour une même table, vous ne pouvez pas envoyer 3 ou 4 serveurs différents. Chaque table a son serveur attitré. Ça, c'est un élément que j'ai peut-être pas forcément mentionné, mais que je vous précise à ce moment-là. C'est un serveur attitré par table. Voilà. Éviter le croisement et éviter d'avoir, une fois de plus, 2 ou 3 serveurs. Même sur une table de 10, où dans ce cas-là, il faut qu'il y ait 2 serveurs, mais qui soient attitrés à cette table-là. Il faut vraiment éviter l'aspect croisement entre salariés. Voilà. Et il n'y a pas de sens de circulation pour le service. Jean-Luc, vous voulez poser votre question? Alors, attendez, je sais. Thomas, comment je fais pour permettre une… Là, ça doit être bon, mon micro est ouvert, vous m'entendez? Ah, d'accord, ok, oui, oui. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, Jean-Luc Hauss pour les traiteurs événementiels Paris. Ma question porte sur les rassemblements de personnes. Alors, peut-être que vous avez des informations par rapport aux échanges que vous avez pu avoir avec les autres participants du secteur événementiel. À date, a priori, les 2 seules informations que nous avons, c'est pour l'instant interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes. Et interdiction de rassemblement de plus de 5000 personnes avant le 1er septembre. Oui. Alors, on peut toujours se dire que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça voudrait dire que les rassemblements pourraient être peut-être autorisés en dessous de 5000 personnes avec, par exemple, une demande d'autorisation préfectorale ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme information? Et est-ce que vous savez quand nous allons avoir des informations, des préconisations plus précises sur les rassemblements de personnes? Sur les rassemblements de personnes, nous, ce que l'on a dit, c'est ce que j'expliquais aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dépasser 10 personnes par table. Ça, c'est ce que l'on nous a imposé. Par contre, on ne nous a pas imposé un nombre de tables limité. Un restaurant de Mar peut accueillir, je ne sais pas, j'exagère peut-être, mais peut avoir 20 tables de 10 personnes. Personne ne lui interdit. Donc, ce qui est applicable au restaurant l'est aussi pour l'ensemble des traiteurs qui font partie vous faites partie de la branche de la restauration, enfin de la convention collective. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de limite par rapport au nombre de tables que vous pouvez mettre en place tout en respectant les règles de distanciation dans les événements que vous organisez. La seule contrainte que j'ai pour les traiteurs, c'est cette histoire de consommation debout. Voilà. D'accord. Et pour Grégory, pour les restaurateurs comme les hôteliers, j'imagine que les préconisations, elles s'appliquent à leur code d'activité. Est-ce que les traiteurs sont bien éligibles dans ces mesures? Est-ce qu'on considère que leur activité est éligible? Il marche mon micro? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Grégory, est-ce que vous m'entendez? Oui, alors nous, Jean-Luc, on vous entend, mais peut-être que Grégory a un souci. Oui, je pense que c'est Grégory qui a peut-être un souci de micro. Alors, du coup, j'en profite parce qu'il y a une question, mais qui est peut-être plutôt pour Catherine. Une question sur le nombre de personnes qui seraient acceptées en chômage partiel, si ce nombre peut évoluer en fonction, s'il y a du recrutement de personnes saisonnières et que la situation se dégrade de nouveau. Catherine ou alors Isa peut peut-être poser la question en direct et la préciser si besoin. Alors, simplement pour répondre, c'est que il n'y a pas de quotité préfixée sur le nombre de personnes éligibles à l'activité partielle.
Sur la question des saisonniers, c'est un petit peu délicat de faire une réponse générique. Globalement, les directs sont plutôt réceptifs au fait que les salariés soient éligibles à l'activité partielle, parce qu'on a quand même des situations, quand on a des salariés qui sont récurrents et qui reviennent depuis un certain nombre de saisons, la question de leur employabilité ne se pose pas. On ne peut pas se poser la question de oui ou non. On est dans des systèmes qui sont quasiment obligatoires, donc on est obligé de les faire rentrer, quitte à les placer en activité partielle. Donc la réponse, elle est plutôt positive. Oui, on peut embaucher des salariés saisonniers et les placer en activité partielle si on n'a pas une activité suffisante. Grégory, vous êtes revenu? Pardon. J'ai eu l'information de Grégory, il a une coupure d'électricité tout simplement chez lui, donc ça a mis fin à sa participation. Est-ce que dans les responsables de département du GNI, là, les différents directeurs qui sont présents, est-ce que vous avez des choses à rajouter, des précisions, ou peut-être les élus qui ont aussi travaillé sur le protocole, et puis ensuite, si on récupérera de toute façon les questions posées sur le chat. On vous redonnera l'ensemble des coordonnées, etc. On va envoyer à tous les participants les coordonnées, la présentation et puis les liens utiles. Et au-delà de ça, je pense qu'on pourra clôturer ce temps de webinaire. Alors Thomas, si tu permets, je vais peut-être juste répondre. Il y a 2 questions sur, pour les CHR, le chômage partiel est toujours à 100%. Si l'établissement est toujours fermé, oui. Le retour progressif, en tout cas la diminution de la prise en charge de l'activité partielle ne s'applique pas à la branche, en tout cas pas dans l'immédiat. Il est fort probable que ce sera le cas après septembre, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Sur la question de l'allègement de charges, on n'a toujours pas les textes, donc on est toujours au stade des annonces. On n'a pas la concrétisation juridique et réglementaire de ces allègements. Très vraisemblablement, dans le courant du mois ou peut-être début juillet. En tout cas, on travaille toujours ardemment à le faire. Et sur la question de savoir si on peut faire des embauches d'extra quand on a de l'activité partielle, il n'y a pas d'interdiction de principe de le faire. On est soumis à des grandes fluctuations d'activité. Je ne vois pas d'objection à ce qu'on le fasse. Après, c'est aussi un équilibre et une question de comment l'entreprise pratique. J'ai bien en tête que les extras sont généralement mieux payés que les autres salariés, mais il ne faudrait pas qu'on laisse en activité partielle des salariés permanents et qu'on on recourt à des extras en les payant moins. C'est juste la limite que j'apporterais, le bémol que j'apporterais sur cette réponse, qui j'espère est relativement claire. Est-ce que vous m'entendez? Je pu revenir. Ah, Grégory est revenu. Oui, on t'entend, Grégory. Oui, je reviens par téléphone parce que j'ai une coupure d'électricité dans le quartier. Ça tombe parfaitement bien. Donc voilà. Je suis désolé, j'ai pas pu suivre les derniers échanges. J'ai tenu le propos. Alors, il y avait Monsieur Hauss qui, je crois, avait une question complémentaire sur les… Sur les rassemblements, oui. Alors, je pose une question. Toutes les préconisations s'appliquent pour les hôtels, pour les restaurants. Peut-être, enfin, j'imagine, ils s'appliquent en fonction de leur code d'activité. Est-ce qu'on peut considérer que les traiteurs font partie de toutes ces préconisations à coup sûr, quand on parlait des tables du 10, du nombre de tables de 10. Je pense notamment aux traiteurs qui sont gestionnaires de sites et qui, eux, veulent pouvoir ouvrir leurs établissements. C'est tous ceux qui appliquent la convention collective HR. D'accord. Donc, on peut considérer que pour toutes ces activités-là, alors pour l'instant, bien entendu, en extérieur et si nous repassons en zone verte en intérieur, ces établissements, du coup, peuvent faire des rassemblements de personnes. Oui, ça n'est pas interdit le rassemblement de personnes, tout en respectant une fois de plus les règles de distanciation. Ça, c'est vraiment les règles de base qu'il faut respecter et faire respecter aux clients. Donc ça, c'est pareil, il faut impérativement mettre en place des affichages, mettre en place des bornes de gel hydroalcoolique. C'est à disposition de l'ensemble de la clientèle. C'est juste l'aspect, je vous dis, de la consommation debout qui, pour moi, pour l'instant, je n'ai pas la confirmation à 100%. Même si elle est précisée dans le protocole, ça m'embête que dans le décret, on ait un élément qui soit contradictoire. Voilà.
Donc ça, dès qu'on va pouvoir officialiser la réponse, on vous la communiquera parce que je sais que c'est très attendu par rapport aux traiteurs. Entendu, Grégory. Mais par contre, tout ce qui s'applique, qui est intégré dans le protocole, s'applique pour tous les établissements rattachés à notre convention collective, aussi bien en salle qu'en cuisine, donc en salle, en laboratoire. Tout ça s'applique aussi pour les traiteurs organisateurs de réception. Donc, l'obligation de porter une charlotte, toujours les règles de distanciation si c'est possible, l'obligation de porter un masque, également pour les serveurs, les maîtres d'hôtel. Voilà, pour l'ensemble du personnel. Il n'y a pas de distinction qui est faite pour les traiteurs. Je sais que ce sujet-là a été abordé, là je sors un peu du contexte, pour les traiteurs attachés plutôt à la branche de la charcuterie. Moi, je suis pas, enfin, ils sont pas dans notre giron, ils interviennent pas sur notre convention collective. Donc, ce que nous on a mis en place dans notre protocole ne s'applique pas pour eux. Ils ont un autre protocole qui leur incombe. Voilà. Comme je n'ai plus accès aux questions. Ouais, Grégory, je précise Oui. juste, tout au long du webinaire, il a été question justement de matériel, que ce soit les masques, les gants, le plexi et autres. Je voudrais juste apporter une précision sur le site du GNI dans la partie coronavirus. Vous trouverez une information avec des liens auprès d'entreprises adaptées qui peuvent être en capacité de fournir notamment du plexi, notamment tout ce qui est marquage au sol, des bornes par exemple pour le gel hydroalcoolique qui peut être personnalisé. Voilà, si vous souhaitez démarquer et faire quelque chose d'un peu qui correspond bien à votre établissement, que ce soit un hôtel, un restaurant ou même un traiteur, n'hésitez pas à aller consulter ces liens. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? J'essaie de me reconnecter pour avoir accès aux questions. Je suis désolé, hein, sincèrement, mais s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, Grégory, j'essaye de lire en même temps, comme ça je te les relais. Ouais, je suis désolé, je les vois pas. J'ai pas accès. Comme je n'ai pas accès, c'est un peu. Il y a une dernière question là pour les WC. Oui, il y avait par rapport pour nettoyer les cuvettes des toilettes. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Du gel, des lingettes. Et par contre, quid du papier WC? Voilà, c'est extrêmement précis, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser? Comment faire? Voilà, puisque le virus peut éventuellement s'entreposer sur les rouleaux de papier toilette. Voilà, sinon, alors après, il y a une question concernant la mise en place de QR code. Si on a des conseils, voilà, par rapport au QR code sur des prestataires, peut-être faut-il voir du côté de Véronique, je pense, qui est la Ouais, dans ce cas-là, du numérique. on va essayer de, comme tu as fait pour la partie ESAT, on va essayer de vous communiquer des différents prestataires aussi pour voilà tout ce qui va être QR code. Il a été aussi évoqué l'utilisation de tablettes. Voilà, enfin, il y a différentes choses que l'on va pouvoir essayer de vous communiquer pour les toilettes. Pour le papier toilette, c'est peut-être un élément que vous pouvez préciser, c'est-à-dire que le rouleau ne doit pas être à disposition des clients ni à l'air libre. Il faut qu'il soit dans une sorte de caisson et ça devient vite délicat, quoi. Après, il faut que les clients n'utilisent pas les premières feuilles. Enfin bon, on va rentrer dans des explications un peu sordides, mais c'est un peu la réalité, quoi. Enfin, il faut rappeler aux gens d'être vigilants et de. Enfin, ouais, j'ai pas forcément de conseils là-dessus. Ouais, non. Je saurais pas trop quoi répondre, à part, je vous dis, voilà, une fois de plus, ne pas laisser les rouleaux de toilette dans des caissons ouverts et accessibles à tous, et aller régulièrement dans les toilettes pour changer les rouleaux pour éviter, voilà, et peut-être rappeler la consigne que voilà, de pas utiliser les premières feuilles. Enfin, je sais pas, c'est pas une question forcément à laquelle on avait eu la question et sur laquelle on s'est positionné, que ce soit dans les fiches métiers comme dans le protocole.
Rachel, si tu peux me faire juste s'il y a d'autres questions. Parce que... Il y a une question, Grégory, sur y aura-t-il un label certification? Donc, moi, j'ai répondu que non, puisque c'est le respect d'une obligation réglementaire. Surtout, on n'a pas voulu. Hein. Pas multiplier les labels et les certifications. D'accord. Alors, ouais, ok, non. C'est bon, Grégory, pour l'instant, rien. D'accord. Il y avait, Grégory, une question sur les femmes de chambre en binôme. Donc, ça, la fiche métier est assez claire là-dessus. Il faut absolument l'éviter, sauf pour les tâches. Limiter le travail en équipe. Il faut impérativement limiter le travail en équipe. Donc, justement, le travail pour les femmes de chambre à deux, là, même si avant la crise, c'était fortement conseillé justement pour réduire les risques, entre guillemets. Là, aujourd'hui, dans ce contexte-là, il est fortement déconseillé de faire travailler les femmes de chambre par deux. Voilà. Il faut qu'elles travaillent seules en chambre et pas à deux. Voilà. Pour rebondir sur une question de la labellisation, en complément de ce que tu dis, Philippe, Franck indique qu'il y a Veritas qui propose un label mais un prix prohibitif. Alors effectivement, on voit émerger depuis le début de la crise des gens qui n'ont peur de rien et qui font du très gros business sur ce qui se passe. Il faut être extrêmement vigilant. Comme on l'a dit, il n'y a pas de le protocole se suffit à lui-même, il n'y a pas à se faire labelliser et en tout cas ne pas entretenir ce business un peu crasseux que certains ont mis en place, que ce soit sur le prix, sur les audits, toutes ces choses-là. Soyez vigilants. Oui, et comme je l'évoquais en commentaire au début d'ailleurs du webinaire, aussi des tentatives sur des formations soi-disant obligatoires. Il n'y a pas de formation obligatoire, ne vous laissez pas avoir. Alors, il y a une autre question concernant le service voiturier, parce que ça concerne également les vestiaires, etc. Mais les vestiaires, on a déjà répondu, ainsi que la bagagerie. Mais qu'en est-il des services voituriers? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il faut à chaque fois nettoyer le siège conducteur ou autre? Enfin, si on voit ce qui se passe dans les concessions automobiles, ils sont obligés de revêtir les sièges, de revêtir les volants. Il va falloir qu'ils le fassent à chaque fois et qu'ils désinfectent à chaque fois. Ça va être très compliqué. C'est-à-dire que c'est comme pour les vestiaires, c'est très compliqué aujourd'hui. Les voitures, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont devoir, avant de monter, devoir plastifier les sièges, désinfecter les volants, ainsi que tout objet utile pour faire. Donc ça devient vite compliqué de continuer aujourd'hui à assurer le service voiturier pour le moment au sein de nos établissements. Je sais que pour des hôtels comme des restaurants, ça fait partie du service, mais dans le cadre de la protection de nos salariés, vous pourriez être mis en cause, si on ne sait jamais, je le souhaite à personne, si un salarié contractait le virus, surtout pour ces services-là, parce que ça impose une réglementation trop stricte. Et je vois pas comment aujourd'hui vous seriez en mesure de pouvoir dire à vos collaborateurs avant de monter dans la voiture, d'abord tu nettoies la poignée, après tu installes un film plastique partout sur le siège et tout ça. Enfin, c'est complètement aberrant, quoi. Donc là aussi, ça fait partie des dispositifs qui aujourd'hui est à déconseiller. Il y a une question de Grégory qui est posée sur le mobilier, sièges et autres dans les halls de réception et salons des hôtels. Oui, pareil, il faut désinfecter, nettoyer. Mais à chaque fois qu'un client va s'asseoir, le nettoyer le plus régulièrement possible. Ça, c'est pas des éléments qui ont été précisés aussi bien dans le protocole comme dans les fiches conseils. Donc, une fois de plus, la rigueur est la même, c'est augmenter la fréquentation de nettoyage. C'est pas précisé après chaque client. Voilà, une fois de plus, tant que c'est pas précisé dans le protocole comme dans les fiches, nous, le conseil, c'est augmenter la fréquence de nettoyage, mais peut-être pas systématiquement après chaque client.
Ou dans ce cas-là, après, la mesure qui est la plus simple, c'est de couper ces accès-là pour éviter d'avoir à nettoyer systématiquement. Mais bon, aujourd'hui, il y a aucun élément qui est précisé dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question sur la durée d'utilisation de la tenue de travail. Le travail, c'est au quotidien. Bon, là, je pense Oui, que ne pas perdre de vue que quand c'est des tenues de travail qui sont fournies par l'entreprise, il y a quand même la question de l'entretien. Donc, c'est soit l'entreprise fournit aux salariés ce qui est nécessaire pour entretenir son linge, soit il faut l'indemniser. Donc, ça peut aussi être l'occasion de remettre à plat la nécessité de le faire quotidiennement, cet entretien. Condition de fournir suffisamment aussi de tenues. Si une entreprise fournit une chemise et un pantalon, ça va être un petit peu compliqué. Donc, il faut aussi là s'adapter, faire preuve de bonne foi sur le sujet. Là, on arrive au terme du webinaire. Donc, ce que je propose, messieurs les présidents, si vous en êtes d'accord, c'est que l'on clôture et que la présentation soit transmise à l'ensemble des participants. Et comme j'ai déjà précisé, si vous avez des questions complémentaires par rapport à la présentation ou des interrogations, n'hésitez surtout pas à nous faire un retour par mail. On vous répondra dans les plus brefs délais. Que c'est Monsieur Philippe, Laurent, François, est-ce que vous souhaitez intervenir pour conclure ou... C'est bon, surtout te remercier pour ton travail, Grégory. Oui, non, c'est très compliqué. Je sais que la situation pour beaucoup d'entre vous est complexe. On espère que les choses vont s'améliorer dans les plus brefs délais. On le voit aujourd'hui au niveau de l'évolution du virus qui est quand même en baisse et les sites sont plutôt au vert, donc tant mieux pour tout le monde. Le protocole, une fois de plus, je sais que pour beaucoup d'entre vous, j'en suis conscient, c'est une contrainte supplémentaire. C'est une contrainte supplémentaire pour vos salariés. Une fois de plus, parce que le port du masque, c'est compliqué. On le voit dans d'autres commerces qui sont ouverts, qui n'ont jamais été fermés pendant la crise, même pendant le confinement. Il y a une évolution et que les salariés maintenant portent de moins en moins le masque, même s'ils ont l'obligation. Donc, on sait que dans notre secteur, ça va être des situations qui vont être complexes à gérer, surtout avec du personnel comme le serveur ou les femmes de chambre, valets de chambre, qui sont quand même des métiers physiques ou qui sont en mouvement systématiquement, que les températures que l'on va avoir prochainement ne vont pas favoriser forcément le port du masque, mais il faut être pédagogue, il faut essayer de tenir, parce qu'une fois de plus, on est quand même extrêmement surveillé. Sachez-le, qu'on est très très surveillé par le gouvernement. Une vidéo est très vite faite et diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, pour éviter que le gouvernement revienne sur ses décisions et nous impose des contraintes supplémentaires, essayez d'être pédagogue avec de former, d'informer vos collaborateurs sur ces impératifs-là, les conditions sanitaires, les mesures à prendre, et essayer de faire respecter ces consignes aussi, au moins le port du masque pour vos clients au niveau de la restauration. Moi, je voudrais remercier surtout les organisateurs de ce webinaire, et je voudrais avoir une note d'espoir pour l'ensemble des adhérents. Il est très important de montrer des signes comme quoi on agit. Et le masque en est un. Et je pense que pour rebondir sur ce que disait Greg, il serait dommageable d'être pris la main dans le sac alors que des signes clairs comme les gels, comme les masques, sont des signes relativement complexes à mettre en place, certes, mais nous assurent, je dirais, une immunité vis-à-vis des salariés, d'une part, et des clients qui vont aller s'épandre sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il est très important de dire que c'est comme dans les transports en commun, il a été imposé le masque. Nous, on nous a imposé ça. Je pense que c'est une forme de qualité perçue de notre prestation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on répond
à ces signes qui sont des signes de distanciation, qui sont des signes également que la situation n'est pas une situation normale. Je pense qu'on est quand même, mieux armé. Oui, complètement. Voilà, j'ai voulu conclure sur cet aspect-là parce que comme tout le monde, depuis mardi, on est retourné dans les bars, les restaurants. Je me suis retrouvé trop souvent confronté à des situations où les serveurs ne portaient pas le masque. Et ça, pour moi, c'est un des premiers critères, faut le savoir. Le gel hydroalcoolique n'était pas du tout positionné, aucune affiche n'avait été positionnée. Ça, c'est dommageable. Voilà, c'est les premières images que l'on voit, et ça, il faut être très vigilant, il faut éviter. Vraiment, le port du masque, j'y tiens, c'est primordial. Voilà. S'il n'y a pas d'autres, oui. Si, bon, il y a une intervention effectivement un petit peu plus politique. Non seulement on se doit effectivement de respecter ce protocole parce qu'il nous protège, encore une fois, on passe une obligation de résultat, une obligation de moyens. Il protège nos salariés, il protège nos clients, il nous protège sur le plan juridique, il nous protège aussi, nous, contre le Covid en tant qu'exploitants. Donc voilà, on se doit le respecter pour ces raisons-là. Moi, j'estime aussi qu'on se doit le respecter parce que il y a un sujet sur l'extension des terrasses. Un certain nombre de nos communes de France, et elles sont nombreuses au final, ont accepté effectivement d'étendre nos capacités de terrasse au 30 septembre pour la plupart. Je pense que si nous respectons les chartes qu'elles nous demandent de signer, il se peut qu'un certain nombre soient encouragés à réitérer cette expérience l'année prochaine. C'est un dispositif assez intéressant ou très intéressant pour nos établissements. Donc, jouons le jeu d'abord effectivement pour des raisons de santé publique, mais jouons aussi le jeu pour nos activités et pour la possibilité d'étendre ces activités, d'étendre nos terrasses effectivement de façon non plus exceptionnelle, mais peut-être pérenne. Je ne dis pas que ça sera le cas, mais je dis que certains maires pourraient être encouragés, si ça se passe bien, à réitérer ces expériences année après année pendant la période estivale. Voilà. Parfait. On remercie tout le monde et puis bon courage pour la mise en place ou le respect du protocole et à bientôt. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à nous contacter. On essaie d'y répondre. Je vous cache pas qu'on est extrêmement sollicité depuis maintenant plusieurs mois parce qu'il y a eu autre chose avant le protocole, hélas. Et